Wow, now it's very delicate. A long time. Yeah. Fantastic. So I have a sharp. En voyant ce passage, j'ai tout de suite ressenti une très forte empathie pour ce jeune homme qui contemple des heures de travail réduites à néant. Et dans ce contexte, Harrison Ford m'apparaît au mieux comme un grossier personnage, voire carrément comme un sacré connard. Mais d'une façon qui m'étonne moi-même, je ne peux m'empêcher d'être déçu. Mais déçu de quoi au juste ? À bien y réfléchir, je pense que ma déception vient du décalage entre le comportement d'Harrison Ford sur ce plateau et l'image mentale que je m'étais faite de lui. Cette image, elle s'est construite lors des diverses apparitions publiques de l'acteur que j'ai pu voir par-ci par-là, mais aussi à travers ses rôles cinématographiques. Je l'ai vu comme un loupard égoïste au grand cœur, un aventurier pilleur de tombes au sang chaud ou un détective taciturne assailli de doutes. Autant d'apparitions qui ont construit une image plus ou moins cohérente, faite d'éléments positifs comme le courage, l'humour et évidemment une classe inimitable, mais aussi d'éléments moins positifs comme un certain égoïsme solitaire et un rapport à tout le moins discutable avec la jante féminine. Cela dit, je sais bien que ce ne sont que des rôles, et qu'Harrison Ford n'a peut-être rien à voir avec ses personnages. Il a même passé une bonne partie de sa carrière à essayer de s'en mettre à distance, acquérant ainsi une solide réputation de troll, en ne ratant jamais une occasion de désacraliser ses œuvres de la pop culture que des milliers de fans portent au pinacle d'une façon quasi religieuse. That damn music follows me everywhere. On pourrait donc penser qu'il n'y a aucun lien entre l'acteur et les personnages qu'il peut jouer. Mais au contraire, le fait de se moquer des fans, de désacraliser ce qui fait l'adulation des foules, rentre parfaitement en adéquation avec le bad boy iconoclaste qu'il a si souvent incarné à l'écran. Pareillement, lorsqu'il prétend ne faire ses films que pour l'argent, on est assez proche du Han Solo que l'on découvre au début du premier Star Wars, un contrebandier cool et égoïste qui ne fait rien sans rien. Oui. Sauf que... Oh là, c'est sensible ce truc. Sauf que dans la suite du film, le franc-tireur s'amende. Au contact des autres, il apprend à laisser de côté son ego et revient à la fin du film pour sauver tout le monde. Et si par la suite il retombera parfois dans ses travers initiaux, nous les spectateurs, nous savons que c'est surtout de la mise en scène pour cacher son attachement réel. Et le fait est que je m'aperçois que j'ai transposé sur l'acteur cette évolution du personnage. Quand je vois Harrison Ford cracher sur la saga, je ne le prends en fait jamais complètement au premier degré, et je l'interprète davantage comme un jeu avec le public. Did you get emotional when you put the wardrobe on? No, I got paid. Yeah. Et là vient cette séquence, où à mon sens, on dépasse le simple troll, et j'en viens brutalement à reconsidérer ce que je crois savoir sur l'acteur. Je précise que je n'ai aucune idée du contexte précis de cette séquence, et connaissant les plateaux américains, il est fort possible que tout ne soit qu'une mise en scène humoristique destinée à entretenir l'orage m'en-foutiste de Ford. Cela dit, ça ne change en rien la réflexion que je voulais partager avec vous sur nos rapports entre le jeu d'acteur et la réalité sociale. Aujourd'hui, on va parler de rôle et de cinéma. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous porter. On va commencer par revenir sur la notion de rôle dans les sciences sociales, avant de bifurquer vers des chemins moins balisés pour interroger le parallèle que l'on peut faire avec les rôles cinématographiques. En sociologie, la notion de rôle se définit comme l'ensemble des comportements que la société attend d'une personne en fonction de son statut. Un individu va donc cumuler plusieurs rôles au cours d'une vie, voire même au sein d'une même journée. On peut passer du rôle d'utilisatrice des transports à docteur dans une clinique, avant de devenir une petite amie Manic Pixie Dream Girl, puis une maman responsable et affectueuse, pour ensuite redevenir élève dans le cadre de son cours de danse, ou lead chanteuse dans un groupe de gangsta rap, activiste politique dans un groupuscule anarchiste, ou carrément sénatrice intergalactique avec tout le décorum que cela suppose. Les possibilités sont infinies. Dans cette heuristique, le monde social est alors assimilé à une scène sur laquelle prennent place les individus qui jouent un certain nombre de rôles sociaux. Cette image a l'avantage de permettre une vision plus dynamique, plus interactive de la socialisation, et elle permet aussi de retranscrire une partie de la complexité attachée à chaque individu. Nous ne sommes pas des marionnettes actionnées par les structures sociales, nous jouons des rôles. Et même si c'est la société qui définit la grille des comportements acceptables dans chaque situation, nous sommes actifs dans la façon dont nous nous engageons dans chacun de ces rôles. C'est ça la solution diplomatique, sénatrice ? Ça, c'est de la négociation musclée.
L'un des premiers auteurs à s'être intéressé à cette question, c'est le philosophe et psychosociologue George Herbert Mead. Pour la petite histoire, c'est le papa de l'anthropologue Margaret Mead dont j'avais présenté certains travaux dans cet épisode de Socioloquick. En 1934, soit 3 ans après sa mort, paraît à titre posthume son ouvrage le plus célèbre, L'esprit, le soi et la société, dans lequel il énonce que l'enfant se développe principalement par l'appropriation de différents rôles sociaux. Mais toi, ma chérie, où est ton déguisement? C'est ça mon déguisement, je suis un fou criminel, il ressemble à n'importe qui. Au début, l'enfant imite les rôles de ce que Mead appelle les autrui significatifs, c'est-à-dire ceux avec qui il est en contact et qui l'influencent directement. Ils vont donc commencer par imiter les rôles qu'ils arrivent à percevoir. Ils vont jouer au papa, à la maman, à la maîtresse, et globalement, ils se font une idée des différents rôles en interagissant directement avec les gens qui les incarnent. Et puis petit à petit, les enfants se rendent compte de 2 choses. Tout d'abord que les autrui significatifs ne se limitent pas à leur rôle initial, mais qu'ils changent de comportement en fonction des situations, et ensuite ils prennent conscience que le monde social est en fait beaucoup plus vaste que leurs simples autrui significatifs, et que c'est en fait une espèce de bouillasse informe composée de plein de gens qui incarnent des dizaines de rôles différents, mais que tous ces rôles suivent quand même à peu près les mêmes règles générales. Mead appelle cela l'autrui généralisé. C'est une abstraction qui incarne la communauté organisée ou le groupe social structuré dont fait partie l'individu. Et petit à petit, les enfants n'agissent plus simplement pour faire plaisir à leurs proches, mais pour se conformer à ce que l'autrui généralisé attend d'eux. Ils comprennent par exemple que s'ils gueulent à s'en faire péter la rate au milieu d'un centre commercial, ils vont plutôt recevoir des retours négatifs de la part de tout le monde. Et ils commencent justement à s'en soucier de ce que les autres pensent d'eux. Et par la suite, cet autrui généralisé par rapport auquel on se construit, on l'intègre en fait dans un coin de notre esprit de sorte que même quand on est tout seul, on en vient parfois à adopter les comportements que l'on aurait si l'on était observé. On reste dans notre rôle. Par suite, pour Mead, la construction de soi va dépendre de la façon dont nous endossons les différents rôles sociaux. Il différencie donc 2 identités bien distinctes, le je et le moi. Où le moi, c'est notre identité sociale, celle qui existe dans l'œil des autres, et qui endosse des rôles préexistants, et où le je, c'est la façon que nous avons de réagir à ce moi. En quelque sorte, c'est notre identité psychologique, qui peut, elle, adhérer ou rejeter les rôles imposés par la société. Et c'est de cet équilibre entre le je et le moi que va naître notre véritable identité, le soi. Et pour Mead, le soi d'un individu n'est rien d'autre que la recherche perpétuelle de stabilité entre le je et le moi. J'aime ce qui se passe, mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Oui, non, parce que les gens sont pas obligés de savoir tout ça. Je veux dire que, sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être... Les textes de Mead, ils ont été largement repris en sociologie, notamment par le courant constructiviste, dont l'ouvrage le plus connu est sans doute La construction sociale de la réalité de Peter Berger et Thomas Luckmann, paru en 1966. Cela dit, je ne vais pas m'étendre directement dessus parce que c'est un ouvrage très théorique et plutôt touffu. Je vais plutôt m'appuyer sur certains passages de L'invitation à la sociologie de Peter Berger, paru en 1963, dans lequel l'auteur reprend un certain nombre de choses mais d'une façon beaucoup plus accessible, et il insiste notamment sur la notion de rôle social. Tu as adopté la noirceur, soit, mais moi je suis né de la noirceur, façonné par elle. Je n'ai jamais vu la lumière avant d'être devenu un homme, et elle ne pouvait plus être pour moi qu'éblouissement. Pour reprendre la vision de Mead, notre identité se situe entre le je psychologique et le moi social, ce qui implique que les rôles que nous jouons peuvent influencer notre identité. Tout dépend de la façon qu'a notre je d'incarner ce rôle. Par exemple, si je porte une cravate pour la première fois de ma vie pour aller à un mariage, je joue le rôle d'un mec en cravate pour toute la soirée. Ça, c'est mon moi, c'est ce que je donne à voir aux autres. Mais mon je intérieur, il peut se dire « Oh putain, c'est chiant ce truc, ça serre, et puis ça trempe dans la soupe, bon, dès que je peux, je l'enlève. » Ce qui suppose que le je ne se considère pas du tout comme un mec à cravate. Donc, ça va rester un rôle. A l'inverse, certains rôles peuvent être assimilés aussi bien par le moi que par le je,
Et ça repose en partie sur une certaine habitude du rôle. I'm gonna be a father? I'm so happy! Par exemple, si je suis avocat, c'est évidemment le rôle que je joue dans le monde du travail, mais c'est aussi typiquement le genre de métier où il y a de très fortes chances que mon « je » se définisse lui aussi comme un avocat. Par exemple, que ce soit la première chose que je dise quand je me présente. Et donc que ce métier devienne un support important de mon identité. C'est très souvent aussi le cas du genre. D'un point de vue sociologique, le genre est un rôle social comme un autre. Il définit un ensemble de comportements considérés comme acceptables par une personne donnée. De nombreuses recherches sur la socialisation enfantine montrent comment les parents sanctionnent, consciemment ou non, les comportements jugés non conformes au sexe de l'enfant. Ça c'est un jeu de garçon, viens, on va faire le repassage. Dans le film Boys Don't Cry de 1999, l'actrice Hilary Swank joue le rôle d'un jeune garçon transgenre, et elle annonce que, pour entrer dans le rôle, elle a dû faire un long travail de préparation, sachant qu'il fallait qu'elle soit convaincante dans un rôle masculin. Elle a alors passé plusieurs mois à sortir dans la rue, habillée comme un homme, et quand quelqu'un lui disait qu'il n'y croyait pas, elle demandait pourquoi, afin d'ajuster dans son jeu ce qui n'allait pas. Je trouve cet exemple intéressant parce qu'il montre que même des façons d'être très intériorisées peuvent être comprises comme des rôles dans lesquels nous nous sommes glissés. Nous avons l'impression de marcher normalement, pourtant il y a bien une façon féminine et masculine de marcher que nous avons apprise sans nous en rendre compte et qui a contribué à façonner notre identité. J'aime me battre. De là, un acteur ou une actrice qui travaille un rôle doit justement faire un travail d'objectivation de ses façons d'être incorporées. Un travail assez proche de celui du sociologue en fin de compte, puisque justement il observe, dissèque et analyse les façons d'être. Mais la particularité de l'acteur, c'est qu'il reproduit ensuite ces façons d'être, mais cette fois sans les intérioriser à long terme. Alors que, dans la vie, les rôles que nous jouons ont une influence sur notre personne. Vous avez l'étoffe d'une mère de famille. Je peux vous poser une question, Hubert? Bien sûr. Vous me diriez tout ça si j'étais un homme? Vous savez, les hommes sont rarement des mères de famille. Sur ce sujet, Peter Berger écrit ceci. Le rôle fournit à l'individu un modèle pour agir dans une situation donnée. Dans la vie comme au théâtre, les instructions attachées au rôle sont plus ou moins strictement définies. Prenons par exemple le domaine des métiers. Dans le rôle de l'éboueur, le modèle à suivre est assez simple, tandis que les médecins, les prêtres ou les officiers de l'armée doivent acquérir toutes sortes de manières de faire bien particulières, des façons de parler et de se tenir, comme un maintien militaire, une diction pleine d'onction ou l'art de parler aux malades. Mais on passerait à côté d'un aspect essentiel si l'on ne voyait dans le rôle qu'un moyen régulant les actions visibles de l'extérieur. Plus on embrasse, plus on devient amoureux. La fréquence des génuflexions développe l'humilité, et la colère s'accroît à force de brandir le poing. Autrement dit, le baiser n'exprime pas seulement l'ardeur amoureuse, il la crée. La pratique des rôles débouche sur des actes déterminés, mais aussi sur les émotions et les attitudes qui vont avec. Le professeur qui se donne l'air savant finit par se sentir tel. Le prédicateur en vient à croire à ce qu'il prêche. Le soldat sent battre dans sa poitrine un cœur martial quand il endosse son uniforme. Dans tous ces exemples, l'émotion ou l'attitude pouvaient être là avant que les personnages n'entrent dans leur rôle, mais celui-ci renforce à coup sûr les sentiments préexistants. Bien souvent d'ailleurs, il y a toute raison de penser que rien de tout cela n'existait dans la conscience de l'acteur avant qu'il ne joue son rôle. Cette vision performative du rôle social est assez proche de la vision que développe Pierre Bourdieu de l'habitus, ce système de dispositions réglées qui permettent à l'individu de se mouvoir dans le monde social. Dispositions qui sont par la suite intériorisées et diffusées par l'acteur social qui devient un vaisseau de leur reproduction. Pour reprendre les termes de Bourdieu, l'habitus est un ensemble de structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes. L'idée principale étant que, pour bien jouer son rôle sur la scène sociale, il faut embrasser ce rôle, oublier qu'il s'agit d'une structure apprise. Pour bien jouer le jeu, il faut oublier qu'on joue le jeu. C'est quelque chose qui me parle personnellement si on prend la figure du professeur. Le professeur, un minimum informé sur l'institution scolaire,
par exemple qui aurait lu la reproduction de Bourdieu et Passeron, sait pertinemment que l'idéal méritocratique de l'école n'est pas seulement le résultat de la volonté républicaine d'égalité des chances, mais que c'est aussi devenu une idéologie qui sert à justifier les inégalités. Ceux qui ont les places les plus envieuses dans la société seraient ceux qui ont le mieux travaillé à l'école et ils ne le devraient qu'à leur travail et leur mérite personnel. Mais on sait aussi que les élèves n'arrivent pas égaux devant l'école et loin de combler les inégalités initiales, elle leur permet bien souvent de se perpétuer. Dans ce contexte, le professeur, honnête avec lui-même, ne peut ignorer qu'il est un instrument de la reproduction sociale, alors même qu'il est censé donner une chance égale à chacun. Et cette dichotomie entre la réalité et l'idéologie peut mener à de grosses dissonances cognitives. C'est notamment ce que raconte Maxime Mariette dans sa conférence gesticulée Transclasse Express. Ancien professeur de philosophie issu d'un milieu populaire, il ne pouvait supporter l'idée d'être devenu un instrument de la reproduction des inégalités scolaires, et il a finalement démissionné de son poste de professeur. Et donc, ce que l'on fait quand on est prof, c'est qu'on hiérarchise. On fait de la discrimination. Discrimination, ça veut dire faire la différence. Voilà ce qu'on faisait, on fait la différence. On fait la différence entre ceux qui ont la bonne culture et ceux qui ont la mauvaise culture. L, ES, S, STMG. Ouais, STMG. Voilà, j'avais l'impression de faire ça. Mais qu'en est-il des autres? De ceux qui restent enseignés? Eh bien, on peut dire qu'ils jouent le jeu. Ils font comme si tous leurs élèves avaient une chance non nulle de réussite, à condition de travailler suffisamment. Je ne dis pas qu'ils s'aveuglent complètement en faisant fi des inégalités sociales, hein, non, mais simplement qu'ils sont obligés de croire au moins un minimum à l'idéal méritocratique, sans quoi il leur serait impossible de donner le moindre sens à leur action. Il a des centres d'intérêt, hein, et il lui arrive de dire ou de faire des choses qui sont pas mal du tout en fait. Et voilà, sous prétexte que de temps en temps, bah oui, il fait quelque chose de positif, heureusement, on le laisse tranquille, s'enfoncer là dans sa mouise tout seul, et puis et on fait rien, voilà. C'est quoi? C'est acheter la paix sociale ton truc là, c'est tout. Cela ne signifie pas qu'ils ne font rien pour garantir l'égalité des chances. Au contraire, de grandes réflexions sont justement menées sur des formes de pédagogie active qui reposent sur l'explicitation exhaustive, de sorte que les attendus scolaires ne reposent pas sur des sous-entendus que les élèves devraient apprendre dans leur famille. Mais justement, ces professeurs conscients des limites de l'institution, qui se jettent corps et âme dans les innovations pédagogiques, ne sont-ils pas finalement ceux qui essayent le plus de faire vivre l'idéal méritocratique ? En d'autres termes, ceux qui jouent le plus le jeu? Peter Berger souligne lui-même que, paradoxalement, c'est précisément quand on a des doutes sur notre rôle social que l'on va bien souvent l'embrasser avec d'autant plus de ferveur. Il écrit ainsi « Même les gens les plus intelligents, lorsqu'ils ont des doutes sur leur rôle dans la société, s'impliquent davantage dans l'activité qui leur pose question plutôt que de prendre du recul. Le théologien qui doute de sa foi prie davantage et va plus souvent à l'église. L'homme d'affaires, à qui la poursuite effrénée du gain donne quelques scrupules, se met à aller au bureau même le dimanche. Le terroriste qui a des cauchemars se porte volontaire pour les exécutions de nuit. Et ils ont raison d'agir ainsi. Le rôle forme et façonne, modèle l'action et l'acteur. Il est très difficile de faire semblant dans ce monde. En règle générale, on devient ce dont on joue le rôle. Et c'est là, je trouve, le message le plus intéressant, parce qu'il ne suffit pas d'avoir conscience de sa socialisation pour s'en échapper. Ce n'est pas parce que nous avons l'impression de garder une grande distance avec nos rôles que cette distance existe. Et la distance critique peut parfois être justement le signe d'une incarnation totale. Il est très difficile de faire semblant dans ce monde. Et c'est là que naît pour moi une réflexion sur le jeu d'acteur. Parce que nous sommes bien là face à des gens qui justement font semblant. Quand il a fini de torturer un jeune adolescent, Ralph Fiennes redevient une personne tout à fait adorable et enchaîne avec un personnage beaucoup moins maléfique. Le grand Tywin Lannister a fait des trucs qui nous paraîtraient étranges. Et quand il a fini de tuer brutalement la moitié de la mafia russe, Keanu Reeves redevient la star hollywoodienne la plus sympathique et avenante du monde. Bien sûr, il existe des exceptions, en particulier certains acteurs sont particulièrement connus pour incarner un type de personnage à l'écran et ne se font plus caster que pour ce type de personnage. Mais outre ces cas particuliers, on observe aussi des acteurs qui semblent sans limite, capables de tout jouer,
du rire au drame, du gentil au méchant, de l'intensité à la légèreté, et on serait bien malaisé de trouver au sein de l'acteur lui-même l'impression au fer rouge de chacun de ses rôles. Pourtant, certaines performances peuvent parfois paraître plus vraies que nature. Comment imaginer arriver à une telle justesse tout en gardant une distance avec le personnage? Lying's easy. That's what I do. Pour explorer cette question, on va s'intéresser à une évolution de la façon de jouer des rôles au cinéma qu'on appelle basiquement en français la méthode, mais que vous connaissez plus probablement sous le nom de method acting. Et on va regarder un peu plus en détail comment le method acting a changé la façon dont certains acteurs approchent leur rôle au cinéma. If you come to confess your sins, my son. No, padre. I've come to blow your fucking brains out. What? I'm sorry, are we going off script? Cut! Cut! Padre, take 5. Lito, what is going on with you? I don't know, I'm not feeling myself today. I don't need you to be yourself. I need you to be this guy. Tino, el caído. Right. El caído. Right, okay. Le method acting sert souvent à désigner la préparation de certains acteurs qui vont très loin pour incarner complètement un personnage, comme Robert De Niro qui a passé 1 mois à exercer le métier de chauffeur de taxi dans New York avant de tourner le film Taxi Driver. J'ai fait le parallèle entre le travail de l'acteur et du sociologue car ils essayent tous les deux de comprendre les manières d'agir. Eh ben, on pourrait placer le method acting dans une tradition méthodologique qu'on appelle l'observation participante. Popularisée par William Footwhite dans Street Corner Society, cette approche consiste à s'immerger complètement dans un milieu pour mieux le comprendre de l'intérieur. Outre les immersions dans un milieu ou dans un métier, on entend aussi beaucoup parler des incroyables transformations physiques auxquelles se soumettent des acteurs comme Christian Bale qui a perdu 28 kilos en 3 mois pour apparaître complètement décharné dans le film The Machinist, tout ça avant de prendre 30 kilos de muscle à peine 1 an après pour le Batman Begins de Christopher Nolan. Et bien sûr, une espèce d'aura mystique entoure parfois ces immersions, l'exemple le plus parlant étant sans doute la performance de Heath Ledger dans son rôle du Joker, pour laquelle il s'est enfermé plusieurs semaines en écrivant à la première personne dans le carnet du Joker. Outre le fait que sa performance extraordinaire lui a valu un Oscar à titre posthume, on s'en souvient surtout parce que l'acteur est mort d'une overdose de somnifères et d'antidépresseurs peu de temps avant la sortie du film, ce qui naturellement a fait naître la légende Heath Ledger se serait fait emporter par la folie de son personnage. Si ce narratif fonctionne bien, une version plus prudente de cette histoire serait sûrement de dire qu'au fur et à mesure que ses insomnies et sa dépression se sont aggravées, il a dépassé la quantité de médicaments prescrites. Mais notre appétence pour les histoires nous pousse justement à brouiller les lignes. Cela dit, on a également vu naître une dérive autour du method acting, avec des acteurs qui ne cherchent pas seulement à être justes, mais surtout à se la péter. Hollywood regorge d'histoires à propos d'acteurs comme Marlon Brando ou Jim Carrey qui ont fait de la vie de tous leurs collaborateurs un enfer, ralentissant le tournage ou piquant des crises de colère, parce que c'est ce que ferait leur personnage. La dernière incarnation en date étant sans doute la version du Joker de Jared Leto pour laquelle il restait constamment dans le personnage, offrant des cadeaux bien dégueux à ses partenaires de tournage comme des rats crevés ou des serpents vivants. Will Smith dira d'ailleurs que pendant toute la durée du tournage, il n'a jamais rencontré Jared Leto, mais uniquement le Joker. Et de fait, quand on voit ces dérives, on est en droit de se demander si cette méthode d'imprégnation a vraiment pour but d'offrir une bonne performance, ou si ce n'est qu'un caprice de star à la mode. Pendant un tournage, je préfère qu'on m'appelle uniquement par le nom de mon personnage. Ça me permet de m'investir davantage dans l'histoire. J'ai essayé les deux façons et je suis toujours un peu meilleure quand je reste dans mon personnage. D'ailleurs, si n'importe quel acteur un peu moins connu se permettait d'être aussi chiant, il se ferait virer dès le premier jour. Enlève ce foutu costume, prends tes affaires et va te faire foutre! Mais pour bien comprendre comment on a pu en arriver là, ça va être intéressant de regarder d'où le method acting tire son origine. Cette méthode voit le jour dans les années 50, dans le fameux Actors Studio de Lee Strasberg, qui a formé de nombreux acteurs comme Marilyn Monroe, James Dean ou Marlon Brando, pour n'en citer que quelques-uns, parce que ils sont vraiment nombreux à sortir de là. Mais pour bien comprendre en quoi cette technique de jeu était révolutionnaire, il faut se remettre dans le contexte des films de cette époque.
On sort tout juste du cinéma muet, le premier film parlant, The Jazz Singer, étant sorti en 1927, et les acteurs sont encore imprégnés des méthodes de jeu souvent exagérément expressives, qui seraient presque à la limite du ridicule pour nos standards actuels. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de Singing in the Rain, un de mes films préférés de tous les temps, qui décrit la révolution qu'a généré l'arrivée du parlant dans l'industrie hollywoodienne, et notamment les difficultés des anciennes stars du muet à reconvertir leur technique de jeu dans quelque chose de plus subtil et de moins exagéré. Le cinéma est une distraction qui convient aux masses, mais les vedettes de l'écran n'ont aucun intérêt pour moi. Elles n'ont pas de texte à dire, pas de scène à jouer, ce sont des pantins qui font des grimaces. Vous savez? Comme ça. Et de fait, après les années 50, les réalisateurs commencent à s'intéresser davantage à représenter le monde de façon plus réaliste, et donc la façon de jouer devait changer également. Lee Strasberg va alors s'inspirer des méthodes de travail d'un metteur en scène russe, Konstantin Sergeyevich Stanislavski. Stanislavski pensait que, pour jouer des personnages crédibles, les acteurs pouvaient se servir de leurs propres émotions en se rappelant des événements de leur vie personnelle. Par exemple, pensez à quelque chose de triste s'il faut pleurer à l'écran. Oui, c'est quelque chose qui nous paraît complètement évident aujourd'hui, mais rappelez-vous qu'à l'époque, c'était relativement nouveau. Et Lee Strasberg a poussé le truc encore un cran plus loin, en disant qu'il ne suffisait pas d'extrapoler à partir de ses émotions, mais que les acteurs devaient réellement refaire l'expérience de ce moment, revivre l'émotion pour donner une performance la plus crédible possible. Et c'est de là que va naître puis se développer le méthode acting. Et incidemment, alors même que des acteurs comme Marilyn Monroe et James Dean, qui ont eu une vie vraiment tumultueuse, arrivent à sortir des émotions incroyablement justes en puisant dans leur passé, leur mort prématurée d'une overdose et d'un accident de voiture ont également contribué à créer le narratif de l'artiste maudit et torturé que l'on a vu réapparaître avec Heath Ledger. Mais la méthode va néanmoins se déployer, et c'est même devenu la norme aujourd'hui qu'on attend d'un acteur qu'il puise dans ses émotions pour fournir une performance crédible. T'es hors la loi, Rick. Un peu de nerf. Ça y est. Ça y est. On reprend d'un peu plus loin, ok? Il a raison. On reprend au début. Maintenant, sers-toi de cette énergie. Canalise. Je vais m'en servir. Garde-la à l'intérieur. Je vais m'en servir. Et là, on commence à toucher du doigt un aspect que je trouve vraiment intéressant quand on essaie de s'intéresser à ce qu'est un rôle au cinéma, car il ne suffit plus de le jouer, il faut le vivre. C'était la meilleure performance d'acteur que j'ai vue de toute ma vie. L'acteur le plus versé dans cette technique d'immersion est sans contexte Daniel Day-Lewis, qui va toujours très loin pour avoir une grande compréhension de ses personnages. Dans Le Dernier des Mohicans, il a appris comment chasser et dépecer des animaux, et il a même construit son propre canoë. Dans le film My Left Foot, il joue un homme tétraplégique, il a donc naturellement pas quitté sa chaise roulante pendant toute la durée du tournage. Il a appris le tchèque pour le film L'insoutenable légèreté de l'être. Et pour le film Lincoln, il ne se départissait jamais du personnage, demandant aux membres de l'équipe qu'il l'appelle Monsieur le Président, signant même ses SMS par le nom de Lincoln. Ce qui soulève quelques interrogations, mais Lincoln ayant un petit côté tradi, il aurait sûrement fait partie de ces gens qui signent leur nom en bas de leur SMS, donc pourquoi pas. Mais le plus intéressant, c'est que quand on lui demande pourquoi il fait tout ça, sa réponse est assez étonnante. Il dit que ce serait en fait beaucoup plus difficile pour lui de passer d'un personnage à l'autre. Et j'aime bien cette réponse parce qu'il est plutôt en train d'admettre faire ça parce que c'est plus facile. S'il faisait ça pour la fame, il serait plutôt en train de montrer en quoi son travail est extrêmement difficile et prenant, mais qu'il est tellement un artiste investi. Et en fait, il dit plutôt l'inverse. Il y a des acteurs qui peuvent passer facilement d'un personnage à l'autre, et lui ne peut juste pas switcher aussi facilement. Étant donné que dans la vie, comme le disait Peter Berger, on devient ce dont on joue le rôle, il n'est pas absurde que pour fournir une prestation authentique, l'acteur doive, dans une certaine mesure, se laisser pénétrer par le rôle. Et cela paraît d'autant plus nécessaire pour les normes profondément ancrées, comme les façons de parler. Quand elle joue Margaret Thatcher dans La Dame de Fer, Meryl Streep gardait toute la journée son accent britannique de peur de le perdre si jamais elle cassait le personnage. Et cette appropriation passagère peut même devenir une nouvelle norme si l'on incarne un type de rôle suffisamment longtemps. Gary Oldman, qui est anglais d'origine, est particulièrement connu pour délivrer des accents très diversifiés d'un rôle à l'autre. Mais après avoir joué dans énormément de films américains, il raconte avoir fait appel à un orthophoniste pour retrouver son accent britannique. Bien sûr, cela est également dû au fait qu'ils vivent désormais aux États-Unis et baignent ainsi dans cet univers linguistique. Mais il n'aurait sûrement pas autant perdu son accent s'il n'était pas un acteur devant jouer des rôles d'Américains. Du coup, la question qui semble se poser au cinéma aujourd'hui, c'est celle de l'authenticité. Est-ce qu'on peut paraître authentique en faisant complètement semblant ? Ou faut-il au contraire tout faire pour abolir la frontière entre l'acteur
et son rôle pour atteindre une plus grande authenticité. Entre parenthèses, l'histoire du cinéma regorge d'exemples, de réactions réelles de tournage qui ont été gardées au montage, l'argument étant souvent que les réactions spontanées ont un degré supérieur d'authenticité, justement parce qu'elles ne sont pas jouées, mais vécues par les acteurs. Ainsi, dans le film Les Infiltrés de Martin Scorsese, Jack Nicholson a surpris tout le monde en sortant un véritable pistolet lors d'un dialogue avec Leonardo DiCaprio, alors que ce n'était pas du tout prévu dans le script. Ce qui fait que la réaction de Léo ici est 100% authentique. Autre exemple dans Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, si ce cri de rage de la part de l'héritier d'Elendil est si convaincant, ce n'est pas uniquement parce que Aragorn, le Dunedain de 87 ans, pense que ses compagnons hobbits sont morts, mais aussi parce que l'acteur de 42 ans Viggo Mortensen vient de se fracturer 2 doigts de pied en shootant dans la tête d'orque. And normally an actor would say, cut, I've hurt myself. God, stop, quickly, get the medic. I mean, Viggo actually, feeling that pain, he actually turned that into performance. I mean, he stayed in the character of Aragorn. He was letting that pain feed and drive his performance, which is pretty amazing. And of course, you know, it was the best take, so it's actually in the movie. The moment that Viggo breaks his toes is there on screen. Par conséquent, entre la recherche effrénée du cinéma pour une certaine forme d'authenticité et notre penchant naturel pour les histoires tragiques d'artistes maudits, on peut comprendre pourquoi la frontière entre l'acteur et le personnage peut parfois considérablement se brouiller. Mais selon moi, cette tendance se trouve aujourd'hui accentuée par 2 aspects relativement nouveaux. Premièrement, la sérialisation des supports, et ensuite le développement du marketing. Premièrement donc, on a vu se développer de plus en plus de séries qui s'étalent sur des décennies et dans lesquelles on voit des acteurs jouer toujours le même rôle, ce qui favorise leur sédimentation à long terme dans nos esprits. Et ce phénomène est loin de s'arrêter au monde des séries. Harrison Ford, par exemple, est presque devenu le prototype de l'acteur des années 80 qui reprend tous ses rôles iconiques 30 ans plus tard. Et on peut retrouver le même genre de phénomène avec les acteurs qu'on a observés grandir, comme le trio de la saga Harry Potter, ce qui crée de facto une continuité entre la vie des acteurs et celle des personnages. Et bien sûr, ce phénomène n'est que trop visible dans la sérialisation infinie que nous ont donné les films Marvel, avec des acteurs qui jouent le même rôle sur de nombreuses années, le grand champion en la matière étant sans doute Hugh Jackman, qui a campé le personnage de Wolverine pendant pas moins de 17 ans, depuis la sortie du tout premier X-Men en 2000 jusqu'au film Old Man Logan en 2017, avec pas moins de 7 films et quelques caméos bien sentis. Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself. Mais cette sérialisation s'est aussi faite avec un développement de plus en plus prégnant du marketing qui joue à fond la carte des parallèles acteurs-personnages. En particulier, l'entreprise Disney Marvel a un nombre de clauses mirobolantes quand elle engage un acteur pour un rôle. Outre les clauses de confidentialité, le studio fait constamment des recherches sur les acteurs pour s'assurer qu'ils ne prennent part à aucun scandale qui pourrait rejaillir sur le studio, et comme les acteurs sont censés représenter des héros exemplaires, leur contrat stipule clairement qu'ils doivent respecter un certain niveau de dignité dans la vie, à la fois pendant le tournage, mais aussi à l'extérieur. C'est évidemment pour éviter les scandales du type Kevin Spacey qui se fait accuser de harcèlement puis viré de la série House of Cards et effacé numériquement du film qu'il était en train de jouer. Mais le fait que les acteurs Marvel doivent servir de modèle pour les plus jeunes accentue encore ce phénomène, et cela influence à long terme la façon dont ils sont perçus par les médias. Et comme le storytelling ça fait vendre, on ne s'étonne pas que l'histoire d'un Robert Downey Jr. qui s'est détourné de la toxicomanie peu avant d'enfiler le costume d'Iron Man ait été racontée maintes fois, en dressant des parallèles entre son histoire réelle et l'évolution de son personnage qui passe de vendeur d'armes à sauveur de l'humanité. On voit donc comment des rôles peuvent avoir des effets durables sur la vie des acteurs, et c'est sans mentionner les entraînements intensifs qui modifient durablement leur corps pour leur faire acquérir les dimensions de surhomme. Et de fait, ça donne envie d'y croire. De la même façon que certains des rôles que nous jouons peuvent plus ou moins façonner notre identité, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les acteurs, avec des rôles qui ne laissent aucune trace, et d'autres qui déposent une espèce de marque indélébile, d'autant plus pour les rôles qui durent. À force de chercher dans leurs émotions pour être justes, peut-être finissent-ils par y trouver quelque chose. Et il n'est d'ailleurs pas rare d'entendre des acteurs sortant d'un long tournage raconter à quel point cette expérience les a transformés. Proven completely wrong on that front. He was arduous and boring and not particularly funny.
Une illustration de cette marque indélébile se trouvant par exemple avec les acteurs des films Avengers, qui se sont tous fait tatouer un tatouage identique pour symboliser l'expérience partagée. Chose qu'avaient déjà faite en leur temps les 9 acteurs du Seigneur des Anneaux qui s'étaient fait tatouer le chiffre 9 écrit en langue elfique. S'il s'est accentué, ce brouillage entre la vie de l'acteur et les rôles qu'il incarne à l'écran n'est pourtant pas nouveau. C'est d'ailleurs l'un des sujets qu'évoque Quentin Tarantino quand il dépeint le cinéma des années 70 dans Once Upon a Time in Hollywood. Dans ce film, l'acteur en manque de popularité que joue Leonardo DiCaprio se voit conseiller par l'agent joué par Al Pacino d'éviter d'apparaître trop souvent dans des rôles de méchants. Le personnage de DiCaprio est un ancien héros de séries télévisées qui cherche de nouveaux rôles au cinéma. Et Al Pacino lui explique qu'en lui faisant tenir le rôle du méchant dans plusieurs films et séries, alors ça permet immédiatement de faire monter la cote de l'acteur qui joue le rôle du héros, mais qu'à force de perdre ses combats, l'identité de perdant finira par coller à l'acteur qui joue trop souvent les rôles de méchant. Et cela peut influer sur sa carrière. Alors, dans quelques années, à force d'être toujours le souffre-douleur de toutes ces étoiles montantes, vous constaterez sans doute une différence sur la façon dont le public vous perçoit. Ouais. Entre parenthèses, ce passage me semble clairement inspiré d'une histoire dont je n'ai pas réussi à vérifier l'authenticité, mais que j'ai déjà entendu plusieurs fois et qui colle assez bien. Dans le film mythique de 1972, La Fureur du Dragon, le climax consiste en un combat épique entre le maître de Kung-Fu, joué par Bruce Lee, et le maître de Karaté, joué par Chuck Norris. Il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs combats filmés de tous les temps. Je ne peux pas vraiment juger de ça, mais en tout cas, c'est certainement celui avec les meilleurs bruitages. Et on ne peut bien sûr pas oublier cette scène mythique d'arrachage de poils d'une intensité encore inégalée. Cela dit, étant donné qu'il joue le rôle du méchant, Chuck Norris perd le combat. Et la légende raconte qu'il l'a toujours regretté car par la suite, tout le monde n'a pas arrêté de lui dire que le kung-fu ça devait être plus fort que le karaté. Et ce serait la raison pour laquelle il n'a plus jamais accepté de rôle de méchant au cinéma. Mais justement, si on s'attarde trop sur ces petites anecdotes, l'histoire de Robert Downey Jr., l'histoire de Chuck Norris, les vies tragiques de Marilyn Monroe et de James Dean, on peut se retrouver dans le même état que les spectateurs décrits par Tarantino, et oublier qu'ils sont encore en train de jouer des rôles, et que toutes ces anecdotes ne sont que des historicisations de la vie des acteurs qui sont elles aussi fictives, et grandement exacerbées par le marketing. Et ce qui va m'intéresser en dernière instance, ce n'est pas tellement de savoir si les rôles joués au cinéma vont avoir une influence sur un acteur en particulier, parce qu'il me serait impossible de démêler le storytelling des parallèles qui pourraient être véridiques. Je veux dire par là que même des présidents de la République en viennent à tout confondre, comme quand Donald Trump a annoncé adorer Harrison Ford, notamment parce qu'il a défendu les États-Unis dans le film Air Force One. Oui, c'est sans doute une très bonne raison d'aimer Harrison Ford. Donald. It was a movie. It's not like this in real life. But how would you know? Du coup, je vais plutôt essayer de montrer que ces rôles vont affecter notre représentation du monde, en d'autres termes, la construction sociale de notre réalité. Ainsi, en guise de conclusion pour cette analyse, je vais m'intéresser aux effets durables que peuvent avoir certains rôles cinématographiques sur notre société en général. Pour commencer, je vais m'appuyer sur un passage du sociologue Marcel Mauss dans son ouvrage Les techniques du corps paru en 1934. Pour la petite histoire, Marcel Mauss c'est le neveu d'Émile Durkheim et c'est l'un des auteurs classiques de la sociologie et de l'anthropologie française. Dans cet extrait, il nous fait part d'un étonnement qui lui est venu en observant la démarche des infirmières américaines. Une sorte de révélation me vint à l'hôpital. J'étais malade à New York. Je me demandais où j'avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières. J'avais le temps d'y réfléchir. Je trouvais enfin que c'était au cinéma. Revenu en France, je remarquais, surtout à Paris, la fréquence de cette démarche. Les jeunes filles étaient françaises et elles marchaient aussi de cette façon. En fait, les modes de marche américaines, grâce au cinéma, commençaient à arriver chez nous. C'était une idée que je pouvais généraliser. La position des bras, celle des mains pendant qu'on marche,
forment une idiosyncrasie sociale et non simplement un produit de je ne sais quel agencement et mécanisme purement individuel, presque entièrement psychique. Je trouve ce passage particulièrement intéressant parce qu'il décrit le cinéma comme un vecteur de normes dès les années 1930. Je vous laisse donc imaginer ce que ça doit être aujourd'hui. Mais la question serait plutôt ici de savoir dans quelle mesure le cinéma nous offre des représentations à partir desquelles nous nous figurons les différents rôles sociaux. Pour reprendre le vocabulaire de Mead, les rôles cinématographiques sont-ils inclus dans le fameux autrui généralisé qui me sert de représentation du monde social ? De fait, je ne suis pas très souvent en contact avec un médecin, mis à part quand je tombe malade. Par conséquent, il y a de fortes chances pour que ma conception sociale de comment bouge, parle et réagit un médecin soit bien davantage tributaire des films et des différentes séries que j'ai pu voir sur le sujet que par une observation réelle du monde médical. Et même si certains réalisateurs sont des fins connaisseurs du milieu médical qui insistent sur la crédibilité de leur portrait, je suis toujours en train d'observer un acteur qui joue au médecin et je ne peux pas en tant que spectateur savoir dans quelle mesure la performance artistique décrit fidèlement l'éthos médical. Et c'est à ce niveau qu'on va réellement observer un brouillage entre les rôles de la fiction et les rôles de la réalité. Depuis que les façons de jouer se veulent de plus en plus réalistes, à défaut d'être réelles, il me semble qu'on intègre inconsciemment à notre représentation du monde les rôles et les représentations issues de la fiction. Par exemple, si un jour je deviens journaliste d'investigation et que j'essaie d'en incarner le rôle, je vais calquer mon comportement sur l'image que j'ai de cette profession. Cette image sera certainement inspirée de personnes réelles que j'ai pu voir à la télé comme Fabrice Lhomme et Gérard Davet, Edoui Plenel ou Ronan Farrow. Mais cela dit, je ne peux les voir que sur les plateaux et pendant un temps limité, et le cinéma permettant d'avoir plus de proximité avec ses protagonistes, il est également probable que je m'inspire de personnages censés représenter des personnes réelles, comme Michael Keaton dans le rôle de Walter Robinson dans le film Spotlight, Dustin Hoffman et Robert Redford dans les rôles de Carl Bernstein et Bob Woodward dans le film Les Hommes du Président, ou Meryl Streep dans le rôle de Katharine Graham dans le film Pentagon Papers. Et il est même probable que je m'inspire également de figures de journalistes parfaitement fictifs, comme Tintin, Lois Lane et Clark Kent, ou même le Schtroumpf Reporter, pourquoi pas. Tout ça pour dire que toutes les représentations du monde auxquelles je suis soumis participent à construire une réalité plus ou moins cohérente à partir de laquelle je me positionne. Bien sûr, elles ne jouent pas toutes sur le même plan. Je sais très bien que les aventures de Tintin ne sont pas une représentation fidèle du métier de journaliste. Mais force est de constater que la remise en question de mes représentations sera bien moins forte pour les films qui se veulent réalistes, et il y a de fortes chances pour que certaines performances d'acteurs viennent directement nourrir ma représentation du monde social. Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici. En plus, étant donné le fait que nous visionnons massivement des films américains, nous en arrivons à intérioriser des normes qui peuvent être très éloignées de celles qui ont cours dans notre société. L'exemple que j'aime bien à ce sujet, c'est l'image que l'on a du métier d'avocat, parce que justement, cette image nous vient bien souvent des films. Comme on le voit dans l'excellent Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg, quand le personnage joué par DiCaprio regarde des films de procès avant de se faire passer lui-même pour un avocat, au risque de quelques déconvenues. Mesdames et messieurs les jurés, ceci est la preuve irréfutable que l'accusé nous a bel et bien menti. Monsieur Connors, ceci est une audience préliminaire. Il n'y a pas d'accusé et il n'y a pas de jury. Mon garçon, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Et précisément, je pense que si je vous demandais là tout de suite de singer le rôle d'un avocat, il y a de fortes chances pour que votre première idée soit de faire quelque chose du genre Objection! Et quoi de plus normal? On l'a vu faire des dizaines de fois dans tous les grands films qui mettent en scène un procès. I object, Your Honor. Sit down. Your Honor, I object. You would! Bastard! Objection! Objection! Let me Objection. Objection. Your Honor, nobody needs this long to pick up a pen. Objection, Your Honor. Objection. Objection. Objection, Your Honor, on grounds that this is redundant. Objection! You can't do that. Your Honor, I object! And why is that, Mr. Reed? Because it's devastating to my case! Overruled. Good call! Objection. Pourtant, vous n'entendrez jamais un avocat français crier Objection!
au beau milieu d'un procès. C'est une procédure qui n'existe tout simplement pas dans la tradition juridique française. Et je trouve assez drôle qu'on ait tellement intégré cette norme que ce soit la première qu'on réutilise pour figurer un type de situation qui n'a pourtant pas lieu d'être. Objection! Objection, votre honneur! Ceci n'a rien à voir avec une quelconque agression sexuelle! Et pour objection! La personne n'a pas le droit de sortir des chansons pendant le truc. Je fais, ah ouais? C'était un petit exemple parmi d'autres pour souligner en quoi notre première façon de nous construire une image des différents rôles sociaux, c'est souvent autant, sinon plus, en observant des acteurs qui jouent à incarner ce rôle qu'en observant des individus qui l'incarnent réellement. Et c'est sur cette fine ligne entre rôle, représentation et mise en abîme de la représentation que nous nous construisons chacun notre réalité sociale. Cet épisode de Sociologeek est maintenant terminé, un épisode un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, avec seulement de la voix off et puis une progression un peu moins balisée que ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce nouveau format, même si ça m'a demandé beaucoup de boulot. Ouais, heureusement que c'était le confinement et que j'ai pas besoin de me lever à 6h du matin parce que j'ai passé quelques heures sur mon programme de montage. Cela dit, je suis assez content du résultat. Alors pour ce qui est des sources, je me suis pas mal appuyé sur l'invitation à la sociologie de Peter Berger. Si vous cherchez une porte d'entrée pour la sociologie, je vous le conseille vraiment ce petit bouquin parce qu'il est vraiment très bien fait. Ça donne vraiment envie de se plonger dans ce que la sociologie permet de faire. En fait, c'est très stimulant parce que ça donne envie de réfléchir et typiquement moi c'est en lisant là, ce livre-là pendant le confinement que les idées de cet épisode ont commencé à venir en me disant « Ah ouais, j'aimerais bien parler de ça et de ça et de ça, etc. » Donc vraiment, je conseille. Pour ce qui est des sources sur le method acting et des trucs que je maîtrisais pas forcément, en fait, j'ai principalement pris mes sources dans des vidéos de chaînes américaines, donc notamment le Nostalgia Critique. Je vous les mettrai en lien là quelque part, parce que là pour le coup, j'ai carrément repris leur travail directement, même si après je l'ai remis à ma sauce. Alors pour ce qui est de la vie de la chaîne, vous avez remarqué que mon rythme de publication n'a pas beaucoup évolué, donc vous n'êtes pas choqués par ça. Cela dit, ça pourrait venir à changer parce que là je suis en train d'écrire une série d'épisodes un peu plus courts qui va revenir un peu plus sur l'épistémologie des sciences sociales. Alors c'est en cours d'écriture, mais je suis en train d'écrire tous les épisodes d'avance, donc il est possible qu'une fois que je commencerai à les tourner, il y aurait une sorte de régularité, parce que je pense que ce seraient des formats plus courts que ce que je fais d'habitude, entre 5 et 10 minutes. Cela dit, je ne fais aucune promesse, parce que 1 million de trucs se passent entre ce que je prévois de faire et ce que j'arrive à faire réellement, donc on verra bien. Sinon, la communauté continue à s'élargir, nous venons de passer les paliers de 8000 abonnés, je trouve ça assez extraordinaire parce que à la base, pensais pas du tout que ça pourrait intéresser autant de monde, donc même si pour certains ça peut paraître dérisoire, pour moi c'est quand même déjà assez énorme de me dire qu'il y a potentiellement 8000 personnes qui écoutent ce que je suis en train de raconter. Et dernière petite news qui fait plaisir, j'ai officiellement rejoint le Café des Sciences le mois dernier, donc il y a sûrement des petits logos qui vont s'afficher à droite à gauche. Je suis très content de rejoindre l'association parce que voilà, ça va permettre de créer un petit peu d'émulation et puis d'appartenir au réseau de vulgarisateurs sur internet. Ça fait toujours plaisir. Je crois que je vous ai tout dit, alors n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre des pouces en l'air, à laisser des commentaires. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui en ont, et sinon je vous dis à la prochaine.